Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les rois du Bitcoin, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc comme quoi de faire des vidéos quelques jours avant et de les poster quelques jours après, ça change pas grand chose au cours, c'est assez stable actuellement, on continue à ranger, on vient de sortir en fait de nos range par le haut en ce lundi, alors que j'ai souvent dit que quand le vendredi était rouge, généralement le lundi était rouge. Donc je tourne cette vidéo lundi midi. Et Wall Street n'est pas encore ouvert. Donc on va voir éventuellement des excès de volatilité, peut-être à l'ouverture de Wall Street vers 15h30 ce jour. Donc on sera attentif à cela. Actuellement, tous les mouvements, bien sûr, avant et après, peuvent être complètement annulés. À suivre alors. On va parler aujourd'hui du Bitcoin. On parlera un petit peu de la dominance du BTC par rapport aux crypto-monnaies. On parlera aussi de la dynamique interne. J'ai envie de vous parler aussi d'une petite news sur Robinhood, le célèbre échangeur d'actifs et d'actifs numériques, un petit peu d'actifs numériques, mais c'est plutôt une plateforme de trading américaine qui a vraiment le vent en poupe depuis notamment le confinement, qui propose des résultats canonissimes. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, il y a une news intéressante qui est parue. En termes de crypto-monnaie, on parlera de Neo, de Zcash, pour essayer éventuellement de compléter mon argumentaire sur VeChain que j'ai fait la semaine dernière dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller jeter un petit œil sur des crypto-actifs qui sont moyennement capitalisés, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas de la micro-cap, c'est quand même moyennement capitalisé, donc ça dépasse le milliard de capitalisation. Est-ce que pour autant ce n'est pas intéressant d'y investir quelques deniers? On va y répondre tout à l'heure ensemble. On parlera un tout petit peu de Shiba Inu, parce que j'en ai jamais parlé, et comme tout le monde en parle, en tout cas beaucoup de personnes et que beaucoup de communautés de la cryptosphère en parlent, j'aimerais un tout petit peu vous parler de Shiba Inu d'un point de vue plutôt psychologique et voir si oui ou non, hein, si on croit au projet, si on croit à la dynamique, on pourrait peut-être investir quelques jetons de dons. À voir, on va y parler tout à l'heure. Et on finira par répondre à une question d'un membre qui m'a posé lundi, une petite question concernant les chasses aux liquidités, les chasses au stop et en fait comment s'en sortir, parce que est-ce que les dés ne sont pas pipés? Je vais essayer d'être le plus clair possible en répondant à sa question. A tout de suite. Alors commençons par le Bitcoin. Concernant le Bitcoin, très belle clôture de bougie en weekly qui ne vient pas en dessous de ses précédents highs de clôture de bougie de notre précédent top de marché, notre précédent ATH qui a été transpercé la semaine dernière. Donc c'était une très bonne nouvelle. Pour moi, le signal des institutionnels et des gros bonnets a été donné ici. On a néanmoins une espèce de bougie ici, en weekly, ce qu'on appelle une bougie d'indécision. Alors elle n'est pas très très jolie cette bougie d'indécision. Est-ce qu'on peut parler éventuellement d'un marteau retourné qui peut imaginer un retournement de tendance à moyen court terme? Bonne question, il y en a beaucoup des bougies qui ressemblent un petit peu à ça. Ici vous en avez une, juste là. Ça ce sont clairement des bougies d'indécision ici. Il y en a partout, il y en a tout le temps. Ça c'est un marteau retourné, ça c'est un marteau pareil, des gros marteaux comme ça. Qui éventuellement annonce, pour ceux qui utilisent les bougies japonaises ou les bougies chinoises, tout qui permet de retourner qui a des retournements de tendance moyen court terme en fonction de la time frame que vous êtes. Là actuellement nous sommes en daily, mais voilà, pour moi ça c'est une espèce de bougie d'indécision. Elle est rouge, mais c'est pas grave, les couleurs on s'en fiche un petit peu. Le plus important c'est que ça devienne clôturé au-dessus de cette précédence clôture de bougie. Ça c'est quelque chose de très bullish. Alors je vois de plus en plus, parce que comme c'est bullish et on voit que c'est de plus en plus bullish, on n'arrive pas à avoir nos corrections. Est-ce que ça veut dire la direction est prise? On a eu un tout petit range au week-end là, qui était entre ici et ici. Bon, on vient de le casser par le haut. C'est super bullish, oui. La bougie est-elle clôturée? Non. Qu'est-ce que ça peut signifier? Tout simplement un retracement. D'accord, complètement logique. Si je prends en time frame 4 heures, je le fais rarement, mais pour le coup, on va le faire parce qu'on est dans une incertitude totale. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas acheter maintenant, etc. Oui, on peut acheter maintenant, mais on ne met pas tout son capital, bien évidemment. On achète par petites touches. Alors, j'ai envie d'enlever ça. Exemple, je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais me remettre en 4 heures. Voilà, par exemple, je peux très bien acheter ici, 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 et pourquoi pas racheter sur la clôture de la bougie là au-dessus. Nouvelle ATH. Pourquoi pas acheter tous les ATH? Ce qui permettrait en fait de lisser indirectement nos achats par le bas, mais par le haut en réalité sur des clôtures d'ATH, parce qu'on peut soupçonner qu'à chaque fois qu'on casse un ATH, il y a un pic de volatilité par le haut. D'accord? C'est toujours intéressant d'avoir des ATH. Est-ce qu'on peut éventuellement faire des suivis de tendance par l'ATH? Je le déconseille, c'est pas la meilleure solution. Le problème, c'est que psychologiquement, vous faites un nouvel ATH, si le truc il fait moins 12%, moins 20%, moins 30%, c'est difficile à résister. Moi, je ne fais pas du tout ça.
Par contre, en termes de suivi de tendance court terme, bah, est-ce que c'était intéressant de placer un ordre sous ces précédents lots-là? Là, par exemple, on n'est pas venu exactement les chercher, mais peut-être un pic de volatilité sur Bittrex. Mais par exemple, juste en dessous ici, ça peut être intéressant de placer un ordre, par exemple, pour essayer d'avoir notre suivi de tendance. Ok? C'est comme placer un ordre ici, ça pouvait être intéressant. Juste au niveau de ces lots-là, hein, vous voyez qu'on vient souvent les chercher. Hein. À quelques centimes près ou quelques euros près, on vient les chercher. Hein. Et on a notre suivi de tendance, j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. D'accord? Donc je vais regarder à très 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 court terme. Je le fais très rarement, mais je trouve ça intéressant parce que je sais que c'est difficile pour tout le monde cette situation. On a beaucoup de mauvaises nouvelles sur l'économie mondiale. On vient d'apprendre que la Chine reconfinait une partie de sa population, quelques milliers d'habitants. Alors est-ce qu'on n'est toujours pas sorti de ce truc-là? On ne sait pas. Incertitude totale, hein, entre guillemets. Hein. Mais à court terme, d'un point de vue technique, hein, sans pour autant se casser la tête à regarder toutes les actualités possibles imaginables, ben, on peut imaginer que ici il y a un petit take profit à prendre, d'accord? Ça peut être un take profit pour des traders très court terme, d'accord? Ou hedge position. On peut hedger notre position ici. Si vous avez acheté un peu agressivement, pardon, un peu agressivement ici, pourquoi pas, hein, c'est pas forcément une mauvaise solution. La question c'est où vous mettez votre stop. Vous mettez votre stop ici, vous mettez votre stop ici, vous mettez votre stop sous cette bougie là. C'est un peu difficile. Donc en fait, on peut imaginer que peu de personnes achètent ce genre de dip. Même si on a vu que sur Cognalyse, la semaine dernière, il y avait beaucoup de personnes qui achetaient le dip. Dès que ça baisse, dès qu'on a des bougies rouges, on achète. Alors le problème, c'est que si la majorité achète sur des bougies rouges, elles seront de plus en plus rouges. Évidemment, hein, on est d'accord. Ce qu'on veut voir chez les particuliers, hein, chez la masse, c'est quand il y a des bougies rouges, on veut voir des ventes. On ne veut pas voir des gens qui achètent le dip à levier. Ok. Donc on peut imaginer faire un petit retour ici. On voit qu'on vient de casser le premier arrêt en 4 heures. D'accord. Vous voyez cette bougie qui a clôturé au-dessus. Donc continuation haussière, bien évidemment. Le plus probable, c'est d'aller faire un petit tour dans une zone de rechargement de vente logique, court terme. Et pourquoi pas créer une structure de marché, venir casser les précédents lots ici. Et là, notre dynamique sera baissière. D'accord. En 4 heures, oui. En daily, encore plus. D'accord. Ce sera confirmé en daily. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à ce moment-là? Bah, pourquoi pas aller refaire un tour en zone de rechargement de tout le précédent mouvement qui devrait nous revenir environ. On va le tracer. Hop. Je prends ici, j'ai rien derrière. Voilà. Hop. De tout le précédent mouvement. On peut imaginer, aller chercher le premier arrêt qui se trouve ici. Alors, le premier arrêt, c'est 382, mais je vais juste vous le configurer et je vais mettre à l'envers. Je n'ai pas pris le bon truc. C'est où mon machin? Là. Voilà. Inversé. Ok, donc j'ai bien mon 382 ici. Premier arrêt. Je peux même vous le tracer. Voilà, ici. Premier arrêt. D'accord. Donc ça, c'est le plus logique. Si jamais à court terme, on vient peut-être ici, ou même on repasse sous le premier arrêt et on vient casser, là, le plus probable, c'est de venir ici, travailler ce cours. On voit des petits trous dans le volume profile. D'accord. Ici, on voit un petit trou dans le volume profile, on n'y est pas allé. Parce que beaucoup en fait d'acheteurs attendent dans ces trous de volume profile. Donc si les grosses baleines, si les institutionnels ne veulent pas laisser le temps aux particuliers de monter dans le train, bah, le plus simple c'est de se trouver au-dessus. Hein, d'accord. C'est de repousser le prix au-dessus. Parce que si les institutions ont décidé de mener ce Bitcoin à la Lune, bah, l'objectif c'est de faire rentrer un minimum de personnes dans le train. Un minimum de personnes dans le train. D'accord. Encore une fois, le prix monte avec un minimum de personnes, descend avec un maximum de personnes. Donc si les gens ils n'arrivent pas à acheter ici, si les gens ils n'arrivent pas à acheter ici, si les gens ils n'arrivent pas à acheter ici, s'ils n'arrivent pas à acheter ici, où ils achètent les gens? Bah, c'est très simple. Les gens ils achètent plus haut. Les gens achèteront ici. Donc le pire moment, en réalité. Nous ce qu'on veut c'est acheter plutôt ici, c'est pas acheter ici. D'accord. Mais s'il y a très très peu de dips, si les dips sont de plus en plus rares, et que bah, le prix ne fait que monter, bah, psychologiquement bah, c'est difficile d'attendre des retracements. Alors c'est exactement ce qu'il faut faire, mais c'est très très difficile, et notamment pour les nouveaux venus. Si vous avez votre cousin, un copain, un ami, votre frère, votre oncle qui dit ouais j'ai vu du Bitcoin, je vais en acheter un petit peu, enfin très honnêtement, il va pas attendre des retracements. Hein. Il a décidé d'acheter du Bitcoin, il va pas mettre son capital entier ou il va pas mettre sa maison dessus, il va acheter un peu de Bitcoin. Sauf qu'il y a des millions de personnes qui pensent la même chose au même moment. C'est ce qui permet en fait d'avoir des dips très faibles et de faire acheter les gens dans une montée quand les bougies sont vertes. Les personnes qui ne connaissent pas les marchés financiers achètent quand c'est vert, achètent quand ça monte et vendent quand ça baisse. Voilà pourquoi 90% des traders amateurs sont perdants. Voilà. La dernière chose à faire, c'est d'acheter quand c'est vert et de vendre quand c'est rouge.
Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir un peu en arrière. Je vais revenir vraiment en arrière. Voilà. Pour un peu faire le ménage. Donc je retrace mon Fibo. Ici, mon premier arrêt. On l'avait vu, hein, d'accord? Peut-être pourquoi pas faire un tour comme ça, de modifier la dynamique et de repartir avec un double bottom en daily, d'accord? Ou aller beaucoup plus bas. Et là, le plus logique, si on vient à casser le premier arrêt, c'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement moyen terme d'achat. D'accord? Tout simplement. Pourquoi pas aller travailler là-dedans? Pourquoi pas travailler là-dedans? Moi, j'ai toujours mon biais psychologique exactement ici. C'est quand même dingue. Ça fait je sais pas combien de semaines que je vous parle des 50 000. Et c'est pile sur mon niveau psychologique des 618. Mon retracement Fibonacci. Très, très, très utilisé. Hein, par les traders, robots traders, institutionnels, etc. On serait pile sur les 50 000. Bizarrement, 50 000, c'est aussi le strike au niveau de nos options du fin du mois. Donc, je maintiens. Peut-être que mon billet va changer dès le début du mois de novembre, certes. Mais aujourd'hui, je suis encore dans cette dynamique-là. Est-ce que ce serait intéressant de prendre ici un short pour pouvoir hedger sa position si vous êtes très engagé dans le Bitcoin aujourd'hui? Oui. Honnêtement, oui. Il faut probablement hedger sa position ici. Et vous pouvez très bien faire ça. D'accord? Moi, je suis déjà en hedge position. Mon short n'a pas été pris. D'accord? Je l'ai pris plus bas. Mais actuellement, je suis encore en short. Ça veut dire que je hedge ma position. Ça veut dire que si le cours monte, bah, je ne gagne pas. Mais si le cours baisse, je ne perds pas. Bah, l'idée, ce serait très intéressant, par exemple, de mettre ici, juste au-dessus des précédents height, des précédents ATH, un short, et d'aller chercher, pourquoi pas, les 50 000. D'accord? Enfin, des options. Il y a un super ratio à aller chercher ici, hein, de quasiment 5 pour 1. Hein. D'accord? Donc, si vous avez acheté ici, ce serait quand même dommage de vendre si le truc il arrive ici, quoi. En plus, vous risqueriez de vendre à perte, ce serait dommage. Vous venez de rentrer dans le bateau et puis vous êtes déjà sorti. Pourquoi pas mettre un petit short ici du montant quasiment de 100% de votre capital. Exemple, j'ai un capital de 10 000 euros que j'ai lissé sur toute une montée. Et bien là, je peux très bien mettre une position de 1000 euros en levier x10 qui fait 10 000 euros. D'accord? 1000 euros levier x10, 10 000 euros. Et là, comme je vois, ou même 500 euros fois 20, parce qu'on voit que c'est 5%. Hein, ça pourrait très bien, avec 500 euros, vous pouvez hedger un portefeuille de 10 000 euros. D'accord? Et vous faites un levier x20. Et si vous êtes liquidé de votre position, bah vous êtes liquidé de votre position. Basta, c'est que vous faites un nouvel ATH. Dans tous les cas, c'est couvert. D'accord? Et puis si ça fait ça, hein, comme ça, tac, tac, et bah tant pis. Voilà. Bon, ce sera fait prendre notre short, mais en tout cas, ici, il y aura des stops de short évidents et des stops de vente évidents également. Pourquoi pas faire une continuation haussière? Mais ça, c'est pas grave. On s'en fiche. Par contre, si ça fait ça, bah, c'est un peu plus dommage. Ça arrive, parfois. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Très simple. Parce que j'ai regardé un petit truc sur Binance Data et je commence à avoir des trucs qui me plaisent pas trop. Alors moi, j'utilise pas mal Binance Future, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Mais en tout cas, quand je vois sur mon Open Interest, au niveau de mes comptes long short, des top traders, en daily, eh ben, je vois que ça a quand même fortement augmenté l'histoire. Donc le 20 octobre dernier, j'étais 50-50 quasiment, hein, 51-48. Plus vous commencez à augmenter, oh là 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 là, long 70% de long, 70% de long, 30% de short. Ça veut dire que par rapport à nos top traders, les comptes des top traders sont à 70% en achat et 30% en long. Moi, je vois top trader. Après, je vois le ratio de position top trader. Bon, généralement, c'est assez équilibré. C'est toujours 50-50. Bon, on edge beaucoup nos positions. Mais là, les comptes, ils sont plutôt axés vers l'achat. Voilà, les comptes sont vraiment en levier d'achat, là, actuellement, notamment sur Binance. Et si je viens sur juste long ratio, si je me mets en 6 heures par exemple, bon voilà, 70-30. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça veut dire, oula, 70%, c'est énorme? Non, non, mais on a vu en 2019, moi j'ai vu des trucs à 87%, je crois. 87% en long et 13% en short. Pas pour ça que le truc il a pas monté. Hein. Bon, après il y a eu le crack Covid. Il y a eu le crack Covid. Donc si vous voyez un truc à 90-95%, le crack Covid, bah, c'est pour ça en fait qu'on a ce genre de choses. Hein. On va pas se mentir. Hein. Je vais revenir. Je vais tout effacer. Ça vous avez compris. Je vais venir ici. Où est-ce que je pourrais le récupérer ça? J'avais fait des annotations, mais je sais plus où.
Où est-ce que j'avais fait des annotations là-dessus? Indice tendanciel. C'est où que j'avais fait des annotations? Oh, c'était là. Voilà. Sur Bitstamp, dans indice et tendance, j'avais fait plein d'annotations. Bon, j'y étais là. Je me suis dit, j'essayais de comprendre les trucs. J'essayais de comprendre les trucs. Je comprenais pas. J'étais là, donc là, vous voyez, crack Covid. Donc là, j'ai repris. Ici, 90%, c'était sur les datas Binance ou les datas de je sais plus quoi. J'avais vu ça sur un site internet peut-être. Alors, est-ce que c'était du lard ou du cochon? Donc, OV, c'est Open Value. Donc, c'est plutôt en BTC, c'est indiqué en BTC. Et IO, c'est plutôt en millions de dollars. Donc là, c'était... Aujourd'hui, on n'est plus à 640 millions de dollars. Hein. Aujourd'hui, on parle de 5, 7, 10 ou 27 milliards de dollars. Je crois que sur le Bitcoin, on est à... C'est 7, 10 milliards 7 milliards de dollars d'open interest. Ouais, je crois que c'est ça sur l'intégralité des exchanges. On n'est pas là, on est là. Hein. Donc ici, rappelez-vous, sur le crack Covid, on avait dit qu'il y avait 1 milliard de leverage. Vous voyez, il y avait marqué 900 millions. Enfin, aujourd'hui, c'est 7 fois plus. Alors, on avait vu dans une précédente vidéo, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, pourquoi c'était 7 fois plus. Rappelez-vous, du chiffre 7. Précédente vidéo, vous pouvez aller voir. Je ne sais plus laquelle. 90% des positions étaient en longue. Boum, crack Covid. Et c'est marrant parce que quand on arrive ici, il y avait 60% des positions qui étaient en longue. Donc, biais psychologique, s'il y a encore 60% de positions longues, c'est pour aller plus bas. Bitcoin est zéro, quoi. Bitcoin est à 1000 $. Bah non, le machin, il rebondit. Et là, on revoit 80% de positions longues. Et là, on revoit 83% de positions longues. Et là, on revoit 83% de positions longues. Mais ce truc va finir par baisser ou pas? Bah oui, il va baisser. Regardez, il y avait 90% de positions longues. Le truc, il a chuté. Et ici, juste là, sur ce pic, j'avais mis une étoile, une flèche. 83% de positions longues. Le machin, il continue à monter. C'est incroyable quand même. Pourquoi il monte ce machin? Il peut pas descendre comme ça là? Bah tout le monde croyait ici que ce machin allait faire ça. Tout le monde croyait ici que ce machin allait faire un M weekly en double top dans un W weekly. Il a fait tout le contraire. Pourquoi? Parce que tout le monde pensait qu'ici c'était bien. Tout le monde pensait que Bitcoin était à des zéros. Et vous voyez que sur Binance, sur les datas de Binance, qui étaient, je crois, à l'époque beaucoup plus claires qu'aujourd'hui, beaucoup plus réalistes qu'aujourd'hui, bah, il y avait 90% des personnes qui étaient en longue. Voilà. Donc si on voit du 83, 85, 70, etc., pas d'inquiétude. On a vu plus. Hein. On a vu beaucoup plus. Voilà, petit biais psychologique, j'espère que je vous l'ai enlevé. On se souviendra de celle-là, j'y reviendrai peut-être dans 3 mois. Ok, formidable. Je retourne sur ma liste. Là-haut. Ok, Bitcoin. C'est bon, on va faire un tout petit tour sur Coinalyse. Pas sur le Calpes, mais sur Coinalyse. Donc là, on va rebondir. On voit toujours que notre funding est positif, mais on voit quand même une décroissance, hein, d'accord? Donc ça veut dire que c'est moins leveragé en théorie, c'est un petit peu moins en longue là. Ça veut dire qu'il y a des shorts quand même qui rentrent ici. Hein. Il y a des shorts qui rentrent. Hein. C'est certain qu'il y a des shorts qui rentrent ici. Pourquoi? Parce que les gens qui voient que ça baisse ici, la seule chose qu'ils veulent voir, c'est que ça continue à baisser pour acheter du Bitcoin plus bas. Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de le faire? Pas sûr. Pas sûr, parce qu'on voit que c'est quand même bien défendu ces dips là. Hein. Ils sont vachement bien défendus. Hein. Impressionnant. Hein. Donc on voit que ça continue d'augmenter. Le ratio long short, on vient de voir juste sur Binance juste avant qu'il y avait 70% de compte, là, donc il y avait une forte progression. Bah c'est vrai, hein, on voit bien que c'est très 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 leveragé. Le ratio long short est beaucoup plus long, beaucoup plus à l'achat agressif qu'à la vente agressive. D'accord? Donc le plus probable c'est quoi? Bah c'est que ça descende. Il faut les sortir ces acheteurs, non? À un moment donné. Ce serait logique à un moment donné que ces gens-là sortent du bus, sortent du train. Nos spreads sont toujours très positifs. Bon voilà. Tant qu'on ne fait pas de nouveaux sommets, pour moi, un retour vers les 53, 50 000 $ serait très intéressant. Je vous parlerai demain aussi d'un biais psychologique que j'ai sur un autre influenceur sur Internet, que je suivais il y a quelques années, que je suis toujours de temps en temps. Quand j'ai un peu de temps dans la voiture, j'écoute en podcast, c'est sympa. On en parlera demain. C'est sur les Elliott Waves. Mais moi, j'en fais pas, j'en fais plus. J'en ai fait avant, mais j'en fais plus aujourd'hui. Voilà pour ça. On en parlera demain, promis. Je voulais vous parler un petit peu de dominance. Donc, je vous l'avais dit, hein, vous vous rappelez, on était vers ici, là. Et je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'on voyait notamment sur Binance, pour ceux qui sont sur Binance ou FTX, que souvent votre compte en fait n'est pas directement visible en dollars ou en euros, mais il est rapporté en valeur de Bitcoin. Et si vous avez par exemple 4 Bitcoin quand vous êtes ici, bah
même si vous investissez pas plus ou vous ne vendez pas, alors que la dominance du Bitcoin augmente si vous avez plus de altcoins que de Bitcoin dans votre portefeuille, ce qui est mon cas. Moi, j'ai beaucoup plus d'altcoins que de Bitcoin. Pourquoi ? Parce que j'ai pris beaucoup de ventes. J'ai vendu beaucoup de Bitcoin sur la grosse montée, sur la première partie, entre guillemets, du bull run. Donc aujourd'hui, mon portefeuille est plus axé sur des altcoins que sur du Bitcoin, hein, mon portefeuille de crypto-actifs. Donc automatiquement, moi, j'ai vu mes altcoins diminuer. Mes altcoins revenus par rapport au Bitcoin diminuent. Et pourquoi ? Parce que la dominance du Bitcoin a progressé vers le nord. Donc j'avais, je vais dire une bêtise, j'avais 5 Bitcoins. Et en fait, 2 semaines plus tard, j'avais plus 5 Bitcoins, j'avais 4,2 Bitcoins. Mince. J'ai quand même perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu près de 40 000 $. Oui, mais j'avais dit, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, c'est 1, de rester dans le range, et 2, faire un nouveau plus bas. Voilà. Donc éventuellement, je reprendrai peut-être du Bitcoin sur du retracement ou des choses comme ça, peut-être quand on aura fait un pullback ici sur un roi de pique. D'accord ? Ici, je verrai si oui ou non, je commence à décharger des altcoins qui n'ont pas trop progressé sur la suite du bull run, s'il y a, bien sûr, hein, toujours du conditionnel. C'est à ce moment-là que je verrai si oui ou non je commence à prendre plus de Bitcoin, ou en tout cas, je transfère des altcoins qui n'ont pas progressé sur du Bitcoin, qui a l'air beaucoup plus dynamique. Ok ? Donc je voulais vous en parler parce que j'en avais parlé dans une vidéo précédente, que oui, on voit bien effectivement qu'on est toujours dans cette espèce de range là, hein, d'accord ? Et qu'on fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, et jusqu'à une consolidation, une contraction qu'on verra sur le momentum, et à ce moment-là, on verra si on prend le nord ou le sud. D'accord ? On sort toujours d'un range. Ah, on ne restera pas toute la vie comme ça. Alors, on ne restera pas toute la vie comme ça, comme on ne reste pas toute la vie en comme ça, ou quand on ne reste pas toute la vie comme ça. Vous d'accord ? Un cours ne fait pas que monter, un cours ne fait pas que baisser, un cours ne fait pas que ranger. Range, 80-90% du temps. Tendance, 10 ou 20% du temps. On prend 80-20 parce que c'est la loi de Pareto, c'est plus sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas la loi de Pareto, c'est une loi universelle. C'est pour ça que c'est une loi. Hein, ce n'est pas un concept, c'est réellement une loi qui peut être reproduite dans beaucoup de situations psychologiques, marché financier, travail, commerce, marketing, etc. Et on peut utiliser cette 20-80, donc 80% du temps, le cours range, et 20% du temps, le cours est en tendance haussière ou baissière. D'accord ? Voilà. Donc pour ceux qui avaient, un peu comme moi, plus d'altcoin que de Bitcoin, votre portefeuille en Bitcoin a dû reprendre des couleurs. D'accord ? Enfin, votre portefeuille par rapport au Bitcoin a dû reprendre des couleurs. Et vous avez dû avoir pas mal de alt qui ont un peu pumpé. Super. Je voulais parler très rapidement de Robinhood. Super annonce sur Robinhood, j'étais assez content de voir ça. Robinhood, vous savez, ça fait beaucoup le buzz là, avec GameStop, etc. Et ils viennent d'annoncer récemment, donc c'était le week-end dernier, qu'il y avait une liste d'attente qui dépassait le 1 million de demandes concernant le portefeuille de crypto-actifs. On ne parle pas que Robinhood va mettre en place des crypto-actifs parce qu'ils en ont déjà, ils en ont 7 d'ailleurs. Ils ont les principales, hein, d'accord ? Ils ont quoi ? J'avais trouvé ça, actif présenté, voilà. Hop, c'est où ? Je sais pas où c'est. C'était là. C'est où les trucs qu'ils ont ? Ils en avaient 7. Donc ils ont le Bitcoin, le Litecoin, ils ont le Dogecoin, je sais plus après. Bon, les principales. Où est-ce que je l'ai passé ? Vous l'avez vu, mais moi je l'ai pas vu. Alors c'est où ? Les 10 chiffres qu'il faut savoir. Oui, je vous l'avais montré, les 10 chiffres qu'il fallait savoir par rapport au Tether, parce qu'en fait au niveau des equity, donc des actions, il y a à peu près 65 millions de dollars représentent les equity, 11 millions de dollars les crypto-monnaies, le cash, donc c'est les fonds euros. Si vous avez un truc comme des Giro ou comme Interactive Broker, etc., vous avez généralement un fonds qui permet de garder votre fiat, et les options. Alors tout type d'options, hein, souvent utilisées par les institutionnels. On s'aperçoit que 15% des portefeuilles actuellement des utilisateurs de Robinhood, c'est de la crypto-monnaie. 15% sur les 7 principales crypto-monnaies. Je sais plus ce que c'est. Où est-ce que c'est ? Ah c'est là, voilà. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV et Ethereum classique. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous avez l'une de ces 7 crypto-monnaies, que le fait que Robinhood est en train d'axer leur communication et leur marketing sur
les cryptoactifs parce que c'est un petit peu en poupe. Oui, c'est normal. Pour ceux qui sont sur les marchés financiers, ça va en poupe puisqu'on vient de faire un nouvel ATH. Bah, pourquoi pas peut-être prendre un peu plus de Bitcoin, peut-être attendre un retracement d'Ethereum, prendre un petit peu de Litecoin qui est pas trop mal hein, dans une configuration intéressante. Voilà, c'est toujours pareil. C'est bien d'aller chercher des petites crypto-monnaies que personne ne connaît, qui sont complètement à plat, etc. Mais si c'est listé de nulle part, bah, ça va être difficile à faire pumper le truc. Hein. Vous avez beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de marketing qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur les communautés, sur YouTube, etc. En vous disant, ouais, personne ne la connaît, ça va être un truc de fou, elle vaut 1 centime, et le truc, il va faire x1000. Oui, en même temps, il en faut des personnes pour que le truc il fasse x1000. Alors, beaucoup de personnes, certes, parce qu'il faudra beaucoup de personnes pour que les institutionnels qui aspirent tous les jetons, en fait, puissent vendre leurs jetons, évidemment. Il faut que ce soit listé. Il faut que ce soit listé sur beaucoup d'exchanges. Et j'ai expliqué dans les précédentes vidéos comment moi je fonctionnais, ce que j'attendais pour investir ou pas dans des petits actifs. Voilà, ça c'était côté Robinhood. Ok ? En sachant que Robinhood, c'est grosso modo 20 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. Peut-être beaucoup de personnes qui ont pris un Bitcoin parce que ça avait le vent en poupe et parce que ça monte, donc on achète. Voilà. Et j'avais parlé aussi hier d'Atari. Donc si les personnes de Robinhood peuvent acheter de l'Atari, ça m'arrangerait. Voilà, j'en avais parlé dans la vidéo d'hier, je vous invite à aller là regarder. Deux choses, on parle de Neo, on parle de Zcash, tout de suite. C'est parti. Alors, Neo, est-ce que c'est intéressant d'investir dans Neo? Hop, on va aller là. Est-ce que j'ai mes petites annotations ou pas? Oui, j'ai mes annotations. Alors Neo, super. Ah, c'est pas mal Neo. C'est pas mal Neo, c'est pas mal Neo. Alors toujours pareil. Bon, peut-être que derrière ça a fait ça. Comment on voit si ça a fait ça par rapport à l'historique? Parce que moi j'aime bien me mettre sur Binance en USD. Mais il faut aller sur CoinMarketCap. Donc si on va sur CoinMarketCap, c'est où la catégorie? Non, CoinMarketCap. J'ai en fait mon historique total, et c'est ce que je fais sur plein de petites crypto-monnaies pour avoir mon historique. Donc vous allez dans recherche, vous mettez Neo, vous mettez n'importe quel asset, d'accord? Et on trouve tout l'historique de Neo. All. Bon, on voit que c'était complètement encéphalon plat. Le machin, on pouvait en avoir à 10 centimes de dollars. Aujourd'hui, bah, t'es un peu plus, normal. D'accord, mais on voit effectivement qu'il n'y avait pas des gros pics. Et la TH, c'était aux alentours des 188 dollars. Exactement, 188 dollars. Est-ce que c'est à peu près ça? Yes. Ok, donc on pouvait en acheter à 10 centimes. Aujourd'hui, c'est à 44. Eh ben, c'est comme ça. Hein. D'accord, il a été listé sur Binance à 6 dollars alors qu'on pouvait en acheter à 10 dollars sur les ICO, etc. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, je vois que la dynamique de Neo redevient assez intéressante. Donc, on a eu tous nos gros institutionnels qui étaient pris là à 10 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, qui ont vendu là-dedans, évidemment. Le truc, il fait plus rien depuis des années précédemment. On a repris un pic sur le premier bull run. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Des cryptos qui sont venus rechercher leur reload zone de vente très long terme, d'accord, qui avait été ici calculé par rapport à ces retracements de Fibonacci. Donc c'était en 2018. C'est venu chercher notre 0,618. Alors là, vous voyez 382, mais en fait, je l'ai mis à l'envers. Parce que moi, je le fais machinalement. Mais si on veut le faire correctement, c'est plutôt comme ça. Donc on est venu quasiment chercher, vous voyez, on est venu clôturer carrément sur nos 0,618. C'est impressionnant. Hein. Et je suis en weekly. Hein. La force de ce 618, c'est incroyable. Alors pourquoi je ne suis pas venu tout en haut là? Parce que peut-être que j'ai défini qu'il n'y avait pas vraiment eu d'ordre qui avait été exécuté là. Donc je l'ai pris sur les 190 dollars. C'est ça? 191 dollars? Je ne sais plus. On n'est pas à quelques euros près. Mais voilà, en tout cas, on voit que impressionnant quand même. Hein, impressionnant. On voit notre structure de marché de retournement long terme. D'accord? Par un double top en weekly. Qu'est-ce qu'on attend derrière? Un retournement de tendance long terme des W1 weekly. On l'a eu là. Et on a eu notre magnifique roi de pique. D'accord? Donc roi de trèfle ici. On cherche les W weekly. Donc des rois de trèfle, vous en aviez un paquet là-dedans. Hein, d'accord? Je vous laisserai les compter. Et j'ai eu mon roi de pique ici aussi. Un joli roi de pique avec un super pullback. D'accord? On fait des nouveaux plus hauts. On fait un gros pullback. Attention, Bitcoin, ça peut faire ça. Hein. Et ça peut faire mal. Hein. D'accord? Si on va sur 80 000 dollars, on peut retomber, on peut faire du moins 46%, moins 40%, moins 30%. Hein. D'accord? On est vigilant. Hein. On met pas la maison. Hein. Ok? Donc, roi de pique ici, super. Et là, je vois un truc intéressant. Alors, je vois que ma dynamique long terme aussi sur mon MACD n'est pas encore confirmée. Elle sera confirmée quand? Quand je viendrai ici clôturer au-dessus de ma ligne de coup. D'accord?
J'aimerais bien voir ici une petite clôture de mon MACD là pour reprendre une dynamique moyen-long terme haussière. On quitte notre enfoncement de survente ici. Mon OBV est toujours croissant. Les volumes sont un petit peu en berne. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave, docteur, parce que ça peut être en berne, mais les reprendre comme ici. Ici, c'était un peu en berne, et quand ça commence à retrouver des volumes, là, on commence à repartir. Notre dynamique redevient haussière, c'est ça qu'on veut voir. Et là, ça commence à, boum, ça part. On fait des jolies plus-values, là. Hein. Intéressant, hein. Voilà, on fait du 400%. On prend largement notre rentabilité ici. On couvre notre position, on protège notre position ici. On peut reprendre sur un roi de pique, pourquoi pas, et puis après on va chercher nos objectifs de roi de cœur. On peut les prendre à 1000$, pourquoi pas. Donc actuellement, ça fait 3 milliards de market cap. C'est pas énorme. Neo, ça a quand même le vent en poupe, 70% des tokens ont été libérés. Super publicité. J'aime bien parce que c'est aussi une plateforme open source. C'est-à-dire que la communauté de développeurs peut être assez large. Hein, c'est pas complètement cloisonné par les dirigeants. Ok ? Donc après, plein d'avantages. Est-ce que Neo, on y croit pas? À vous de voir. À vous de voir. Moi, honnêtement, le fondamental, c'est pas ce qui m'importe le plus. Moi, ce que je vois, c'est que les précédents lots n'ont jamais été cassés. D'accord? Ici, 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 toujours pas cassé. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir ici dans un énorme range totalement? Ouais, je reprends avec mes gribouillis. Hein. Je suis désolé. On va le prendre ici. Range, boom. Range, boom. Voilà, mon range est clairement défini. On peut très bien aller de l'un à l'autre, d'accord? Et après, trouver une direction. Ok? Ça, on le verra. Quand est-ce qu'on le verra? Bah là, je vois que le cours est en train de se contracter. Je vais passer en daily, on le verra mieux. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ah, on voit une super contraction sur le cours, là. On trouve plus de décision, on trouve plus de décision. Ça se comprime, ça se comprime, ça se comprime, ça se comprime, ça se comprime. L'OBV toujours croissant. On est sorti de notre refoulement sur achat. On est sur une zone de neutralité, de survente par contre. On est dans une zone de neutralité. Et sur mon MACD, pardon, hop, on voit que ça contracte. Oh, je l'ai loupé. On voit que ça contracte. D'accord? Donc là, si on le voit en daily, bah c'est très simple. Hein. On peut très bien faire ça ici. Hop, sans casser le précédent lot ici. Et notre dynamique daily devient haussière. Par contre, si on vient clôturer juste en dessous cette petite pique-là, la dynamique est baissière. Qu'est-ce que ça veut dire? 0? Non, pas du tout. Ça peut éventuellement dire retour en bas du range, vers une consolidation et une reprise de dynamique. D'accord? Donc mettre un ordre ici, ça peut être intéressant. Mettre un ordre ici, ça peut être intéressant. Et mettre un ordre ici en première classe sur un retournement weekly de tendance long terme, lorsque tous les indicateurs nous expliquent que c'est long terme, bah doubler la position d'ici. Néo intéressant, 3 milliards. Est-ce que ce machin, c'est une blockchain quand même? J'ai bien l'impression que ça a de l'avenir. Il y avait vraiment le vent en poupe il y a quelques temps de ça. Même encore pour le bull run, là, le précédent bull run de 2020, bah, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient intéressantes sur Neo. Bon, voilà, je vous en parle. On est tout de même dans une classe éco, zone de rechargement long terme d'achat logique. J'adore Neo. Voilà, moi ça me dérange pas, même si ça fait 3 milliards de dollars de market cap. Je vois qu'il y a de la pub, je vois qu'il y a des trucs intéressants. J'ai vu aussi un truc très intéressant, c'est que la concentration des jetons n'est pas... Voilà, c'est ici que j'avais vu. Sandbase. Sur Sandbase, vous avez la possibilité de voir la concentration des jetons. Je spoil, sur BAT par exemple, non-traction. Alors je crois que sur BAT, voilà, il y avait 375 millions, ça correspond à peu près à 30%. 30% de la market cap est détenue par 1% des adresses. En fait, c'est très peu. Hein. Vous avez par exemple sur Perlin, on en avait parlé hier ou dans une précédente vidéo, je crois qu'on en avait parlé hier, oui. 99% des tokens sont détenus par 1% des adresses. 99% des tokens détenus par 1% des adresses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent du prix. Ils peuvent l'envoyer dans la Lune comme de l'envoyer pas dans la Lune. Enfin, généralement, quand vous avez 1% d'adresses qui détiennent 99% des tokens, généralement, c'est pour pouvoir l'envoyer plus haut. Vous n'avez aucun intérêt d'investir votre cash, vos liquidités dans un asset qui, peut-être au fond de vous, vous savez fait pertinemment que ce machin ne va pas progresser ou performer. Quel est l'objectif de garder tous les tokens quand vous voyez des assets qui a 92% des tokens sont détenus par 1% des adresses? En fait, vous supprimez l'offre. Vous supprimez l'offre. Si vous n'avez plus d'offre, qu'est-ce que vous avez en face?
Et ben de la demande. Si vous avez plus de demandes que d'offres, que fait le cours, que fait le prix, il monte au nord. Et j'en parlerai juste après dans la question d'un membre du Discord. Voilà, si je vais sur Neo, j'avais vu que 50% en fait des tokens étaient détenus par 1%. Est-ce que je l'ai? Non. Bon, c'est pas là que je l'avais vu, je sais plus où est-ce que j'avais vu. C'est sur CoinMarket. Non, c'était pas sur CoinMarket, c'était sur catégorie. C'est là que je l'avais vu, je crois. Neo. Ouais, vous avez plein de petits sites comme ça. Vous pouvez aller les voir, c'est sympa. C'est un peu chronophage, mais intéressant. Voilà, je vais aller vite. Neo. Donc c'est pour ça que j'utilise CryptoSlate. Donc on voit que 70% des jetons sont déjà libérés. Hein, ça je vous l'ai dit juste avant. Et puis c'est où que je voyais ça? Que j'avais 60% des jetons. C'était pas Neo? Je m'en rappelle pas. Bon, c'est pas là. Moi je sais plus où je l'avais vu. J'avais vu 51%. Ça m'avait fait rigoler, attaque 51. 51 des jetons sont détenus par 1% d'adresse. Donc ça veut dire que c'est quand même bien redistribué. Et je comprends que tout le monde s'en fiche de ce machin-là. Je comprends que tout le monde s'en fiche. Ça fait longtemps que tout le monde s'en fiche de ce truc-là. Hein? D'accord? Alors oui, c'est parti très très haut et c'est redescendu. Est-ce que ici, les institutionnels ou les gros bonnets ont vendu? Non. Pourquoi? Parce que je vois en fait que mon OVV est toujours croissant. Donc je me dis qu'il y a encore des grosses personnes ici, des gros portefeuilles qui réaccumulent ici. Et ça peut durer très très longtemps cette histoire. Hein. Pardon. Là que je ferai un raccourci de clavier pour ce machin. Comme ça, grosse structure comme ça, et puis ça peut continuer très longtemps du moment qu'on déplace la valeur toujours vers le nord. L'idée c'est quoi? D'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici. Ou dans des zones de rechargement classe éco, première classe, d'achat long terme, logique. Tout simplement. On continue avec Zcash, donc Neo, un billet sympa, j'aime bien. Zcash. Zcash pourquoi? Parce que crypto connu, hein, c'était un petit peu l'Eldorado à l'époque. Non? C'est où? C'est là que j'ai mis mes annotations. Apparemment c'est pas là. Alors, Zcash. Ah bah non, c'est pas BUSD, c'est USD. Là? J'ai mes annotations là-dessus? Oui, Zcash. Bon, super Zcash. Pourquoi je voulais vous parler de Zcash? 2 milliards de market cap. Pareil, on avait vu aussi sur VET que c'était 8 milliards, donc c'était un peu élevé. Mais c'est un biais psychologique. Hein. Ça pourrait faire 80 dans 10 ans, que c'est une super opération, une super affaire. Donc 100% des tokens libérés. Bonne chose. Zcash est une crypto-monnaie décentralisée et open source. On aime bien hein, les crypto-monnaies et les blockchains open source. C'est sympa. Qui offre confidentialité, transparence, sélection, transaction à l'aide de cryptoactifs avancés. Super, j'adore ça. C'est génial. Bon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc, je vais vous mettre en weekly. Très intéressant. 1. Dynamique, long terme, bullish. On a clôturé notre MACD juste là, ici. Donc vous voyez, c'est au-dessus de ce précédent height. Donc on a clôturé juste ici, là. Et maintenant on est de nouveau bullish. Donc la direction a été donnée. La dynamique interne, bullish sur mon MACD. On quitte notre état de survente. On rentre en surachat. C'est normal, on vient de prendre on va pas se mentir, 73%. Bon, c'est normal qu'on commence un petit peu à suracheter. Mes volumes sont toujours décroissants. C'est normal, depuis ce gros pic, c'est normal. Mais par contre, si vous passez en daily, c'est de nouveau croissant. Ok? On voit des structures en double bottom sur le volume. C'est croissant. D'accord? Ici, c'est croissant. C'est très léger. Hein. Hop, je vais essayer de remonter un peu. Je peux l'attraper ou pas? Voilà. On voit que les volumes sont croissants ici. Hein, d'accord? C'est croissant. Ça accompagne bien le mouvement. Les volumes accompagnent le mouvement. On est bullish, il n'y a aucun problème. Et on vient de clôturer. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Les coquins. Regardez où est-ce qu'on a clôturé la bougie d'hier. Du week-end. Bon, on va pas se mentir. Alors on avait vu que si on clôturait une bougie, c'est vraiment à $1 près. C'est incroyable sur un truc à 73 $. On vient de clôturer ici. Bon là on est en train de retracer. D'accord? On est en train de rechercher, hein, de chasser pardon, les futurs millionnaires comme on dit. Parce qu'on va aller chercher un petit red pick. Mais en tout cas, pour moi sur ce truc là, la direction a été donnée. Pour moi, c'est bullish. Parce que j'adore quand on vient clôturer en weekly au-dessus de la précédente clôture de bougie. C'est un signal, c'est très très subtil, mais ça c'est l'expérience qui parle. Voilà. Ça veut dire qu'on va
On est en train de sortir de ce range. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on ne peut pas repartir en bas? Totalement. Totalement possible. Mais pour moi, la direction a été donnée sur cette cash. Est-ce que je prendrais un petit ordre sur ce cash? Oui, pourquoi pas? Ça fait 1 milliard de market, 2 milliards maintenant de market. Est-ce que j'avais marqué 1 milliard? On est peut-être par là, je sais plus. Bon, bref. Est-ce qu'on peut pas prendre un ordre sur un petit retracement pour aller taguer ici? Prendre pourquoi pas un ordre là? Pour les plus optimistes, mais il faut accepter de prendre moins 40% dans les dents. Donc on peut imaginer ici sur un roi de pique un joli pullback. Ici sur notre précédente clôture d'un W weekly. Ici, il n'est pas très joli, on le voit avec l'expérience, hein, mais je vais essayer de vous le montrer plus clairement. En daily, je pense que vous le verrez mieux. Voilà, là c'est un joli W là, hein, d'accord? Allez prendre un petit pullback ici. Et pas mal, hein? Allez, moi je mettrai un ordre ici, clairement. Pourquoi pas un ordre à moins 40%, moins 30%. Tracé de JK3, hein. Voilà, 40%, c'est pas mal, pile dans ma zone ici. Et pourquoi pas attendre en dessous une super double bottom en weekly. Et je doublerai ma position d'ici. 1000 euros, 1000 euros, 2000 euros. Prix moyen, ici les $80. 4000 euros la position, 2-3% de mon capital. Pas tout, hein. 2-3% de mon capital sur un capital de 200 000 euros. D'accord? Et si vous avez un capital de 10 000 euros, eh ben vous mettez 100, 100 et 200, 400, 4% de votre capital de 10 000 euros. $400 dans Zcash. Pourquoi pas? C'est intéressant. Et au pire, on vous donnera juste la possibilité d'être là. Et ben à ce moment-là, vous avez juste mis 100 balles. Et le truc, bah vous prenez vos profits, hein, d'accord? 100 euros dans la poche. On fera un resto. Et si jamais il ne vous donne pas la possibilité de revenir ici parce que votre ordre est là et que vous n'avez pas acheté là, tant pis, vous irez voir ailleurs. Il y en a plein. Des centaines. Des centaines comme ça. D'accord? On n'achète plus au-dessus là. D'ailleurs, on n'achète plus au-dessus. À la base, on ne peut plus acheter là puisqu'on est au-dessus de notre classe éco. Donc on ne peut plus acheter là, techniquement. On vient de passer, il faut attendre le pullback. Allez, je note Zcash et on verra si le pullback il est donné. On s'en rappellera de cette vidéo du mercredi. Allez, je le note, Zcash. Sur le roi de pique. C'est noté pour moi. On finit par une question d'un membre du Discord. Et on vous laissera tranquille. Si les robots... Alors, je reviens sur mes trucs. J'effacerai plus tard, c'est pas très grave. On revient sur Bitcoin. Et je réponds à la question. Si les robots et les acteurs chassent en permanence les stops et les poches de liquidité, quelle chance peut avoir les petits porteurs? N'est-ce pas sûr de se faire rincer à chaque fois? Ah! En fait, je suis un petit portefeuille. Je viens d'arriver sur des cryptos actifs, où ça fait des années que je connais des cryptos actifs, c'est pas grave. Et je me dis qu'en fait, les gros se battent constamment contre moi. Absolument pas. En fait, les gros portefeuilles ne se battent pas constamment contre vous. En fait, les gros se battent avec les gros. D'accord? Et comme les gros sont censés être beaucoup plus alertes, beaucoup plus avancés sur les cryptos actifs ou sur les marchés traditionnels, et ben ils arrivent quand même à se faire avoir. Exemple GameStop. GameStop était l'action la plus vendue au monde, avec le niveau de short le plus élevé. C'est une communauté sur Robinhood et Reddit qui a fait éclater le truc et qui a fait perdre des milliards de dollars et des institutionnels. Ce genre de choses arrive extrêmement rarement. D'accord? Et quand il y a une fonds qui perd 3 milliards de dollars, l'autre côté, il en gagne 6. D'accord? Parce qu'ils passent leur temps à se hedger. Mais par contre, les exchanges comme Binance, comme FTX, comme Bittrex, etc., évidemment que leur objectif, c'est d'aller nous enquiquiner. On va aller là-dessus. Je suis sur OKEx. Donc OKEx, c'est bien pour avoir les gros ordres. Ok? On voit qu'il y a quand même des ordres ici, sur les 47 000, 43 000 et 48 000. Moi, ce que je dis, c'est que vous n'achetez pas là. Vous pouvez très bien placer un ordre ici à 50 000 ou à 47 000. On voit qu'il y a des gros ordres ici. Donc dans la stratégie, quelle que soit votre stratégie, en fait, si vous tracez votre Fibonacci ici et vous arrivez en zone de rechargement, d'accord? Évidemment qu'il y aura beaucoup moins de chances que vous fassiez toper là-dessus plutôt que là-dessus. Là-dessus, il y a beaucoup de chances que vous vous faites rincer la tronche. D'accord? Personne ne vous oblige à acheter ici, en fait. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'ici, il y a des gens qui veulent acheter, et ici, il y aura beaucoup moins de gens qui veulent acheter. Pourquoi? Parce que ici, c'est les gros qui achètent. Pour rattraper ce genre de choses, c'est les gros qui achètent.
pour rattraper ce genre de choses, ce sont les gros qui achètent. Les grosses baleines. Hein. Là, c'est des milliers de bitcoins. Hein. Or, nous, particuliers dans notre psychologie, bah, c'est bitcoin à zéro. Donc, on n'achète pas ici, on a peur d'acheter ici. Or, bah, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que, hop, nous sommes dans un range. Bas du range, haut du range. Donc, les gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent le haut du range et ils achètent le bas du range. Ils vendent le haut du range. Donc, on n'y est pas allé, mais on achète le bas du range. Vous voyez, on n'a pas réussi à y aller. C'est pour ça que, hop, Dead Cat Bone, je sais pas quoi, 10 bis, on part en bas. Ban China. Non, on achète en bas, on vend en haut. On a vendu ici, oui, on a eu le pullback. Bon, par contre, c'est vraiment allé haut. Là, le signal est donné. Est-ce que vous pensez qu'il y a des baleines qui s'accrochent à leur trade là? Non, ils ont vendu. Et d'ailleurs, ça fait une accélération du cours. On accélère. Gros pullback, structure de marché. Tout le monde, tous les particuliers voulaient acheter ici, ou pas mal de particuliers avertis voulaient acheter ici, mais beaucoup d'institutionnels voulaient aussi acheter ici, je vous le garantis. Hein. Si aujourd'hui il y a des gros qui ont acheté là et qui n'ont pas donné la possibilité d'aller là, c'est qu'il y avait des baleines qui ne voulaient pas que d'autres baleines viennent chercher les poissons, quoi. Il faut être honnête. Hein. Et ici, beaucoup de gros baleines ont acheté. On l'a vu sur le code d'ailleurs, on l'a vu sur plein de sites et c'est passé sur les news. Les institutionnels commencent à racheter du Bitcoin. Eh ben, c'est une super bonne nouvelle. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'elles vont pas se faire rincer? Possible. Mais c'est pas grave. Elles lissent leurs achats et elles lissent leurs ventes par le haut. D'accord. Maintenant, on voit aussi ceci. C'était là sur Bitfinex. C'est liquide. C'est un exchange qui est extrêmement liquide. On voit, hop, là qu'il y a beaucoup de très gros ordres qu'attendent. Le problème, et c'est ça en fait, si les stops, etc., les poches de liquidité, quelle chance on peut les petits porteurs? Bah en fait, rien ne t'empêche de mettre toi tes stops ici par exemple, si tu veux prendre un short, ici. Parce que ceux qui vont se faire éclater, bah c'est là, d'accord? Peut-être que là, tu prendras beaucoup moins de risques à mettre un stop à 70 plutôt qu'un stop juste en dessous de la précédente structure. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des poches de liquidité complètement logiques. Alors oui, tu vas plus perdre ou tu vas moins gagner. Mais techniquement, tu te couvres, entre guillemets. À te placer là-dedans, si tu veux vendre ici et tu fais un x50 en levier x50 ou x70, que le cours fasse ça, c'est super simple. C'est pas pour venir te chercher toi. C'est pour chercher en fait des poches de liquidité complètement logiques, parce qu'on est dans une zone de rechargement de vente logique. Par contre, si ton stop, tu le mets ici, et si tu sais au fond de toi que quoi qu'il arrive, c'est baissier, et que de toute manière, le Bitcoin, je le sais, je fais partie d'un... J'ai des copains qui sont institutionnels ou qui sont des baleines qui ont dit que le Bitcoin, ils iront l'acheter à 10 000 $. Bah, si tu mets un stop ici, tu as peu de chances d'aller te le faire éclater. Hein. D'accord? Par contre, ce qui est complètement logique, c'est que là, il y a des poches de liquidité normales, parce qu'on voit, c'est précédent lot. D'ailleurs, on voit une toute petite accélération. Ici aussi, précédent lot ici, hein, vous voyez, hop, on en voit, il y en a de partout en fait. Hein. Ok? Là, il y en avait beaucoup de ventes. Donc ici, vous pouvez vous dire, ah super, il y a plein de ventes, donc je vais mettre mon stop juste au-dessus de là. Ouais, perdu, boum, perdu. Vous auriez pu avoir raison. Structure de retournement en 1 heure. Pullback. Reconsolidation. Et on repart. Donc où est-ce qu'on met nos ordres en fait ici? Si je suis un trader de tendance, bah, c'est très simple. La vraie problématique, et je vais tout effacer ça, et je passe en 1 heure. Parce que souvent moi je regarde en daily, mais c'est difficile de voir en daily. Bon, je prends un exemple. Déjà ma psychologie, la tendance est votre ami. Si vous tradez en daily, bah vous regardez en daily, vous mettez en place des actions en daily. Si vous tradez en 1 heure, vous mettez des actions en 1 heure. Exemple ici. Qu'est-ce que je vois ici? Donc on peut l'imaginer comme ça. Hein. Je vais effacer ça. Ça c'est important. Là, j'ai un range. D'accord? Mais je sais que j'ai un range parce que je vois qu'il y a un range. Par contre ici, qu'est-ce que je voyais? Je voyais rien du tout. Si, je voyais un range là. Ici, je voyais ça. Et ici, je voyais ça. Bon, je vends ici alors, si je suis un range trader, et j'achète ici. On va regarder ensemble à quel moment j'aurais pu acheter. Tout doucement. Je suis en 1 heure. Ok, là j'achète. On peut imaginer que j'aurais pu acheter ici. Je vends pas ici. D'accord? Je suis un trader averti. Je vends pas quand ça tombe, j'achète quand ça tombe parce que j'ai décidé qu'il y avait un range ici. On continue? Ok, j'achète ici et je vends ici. Donc on est d'accord que j'ai gagné de l'argent.
Par contre, si je short ici, où je mets mon stop? En dessous de la précédente structure, je suis déjà au du range. Ici, au-dessus de ça, ça fait quand même des gros D1 pour 1 assez importants. Mais pourquoi pas? Je vais mettre mon stop par là, à 49 000 $. On continue, on continue. Oh là là, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Là, je commence à gagner. Hein. Si j'avais mis un short ici avec mon stop qui est en train de se faire ronger, boum! Ok. Par contre, le problème, c'est que j'avais pris un ordre ici, dans mon range, et mon short est parti là. Zut! Parce que si je grandis, on peut imaginer que c'était ça mon idée de départ. Je mets mon short là, au-dessus de la précédente structure, et je vais chercher mon bas du range. Je dis une bêtise, hein. Boum! Mon short est parti. Pourquoi? Parce que ici, peut-être beaucoup de vendeurs agressifs. Je vais chercher une zone de vente logique, de chasse au stop de short logique, et je repars dans l'autre sens. On est bien d'accord qu'à très très court terme, il y avait beaucoup de shorters haut de range, bas de range, haut de range qui sont venus shorter ce mouvement-là. On donne raison aux impatients. On vient sortir les vendeurs agressifs et on vient capturer des acheteurs des futurs millionnaires sur la confirmation en continuation de tendance. Le plus haut, le haut, le bas, le haut. Complètement avorté. Ici, les shorters perdent qui avaient shorté ici. Et là, les acheteurs, entre guillemets, perdent parce qu'on vient liquider leur stop. Leurs stops à ce moment-là sont où? Je repars à zéro. Tac. On avait vu que j'avais mon short. Et ben les acheteurs, ils mettent dans le continué de tendance un acheteur, mais ici. Là, je viens d'avoir ma structure. Donc, je prends mon achat là. Et mon stop, je le mets juste en dessous de la structure. D'accord? Sauf qu'à ce moment précis, je vais le faire comme ça. Bah, j'étais là. Hop, j'étais ici. Donc là, ok, c'est bon, clôture. Continuation haussière. On est d'accord que dans l'idée, quels que soient mes indicateurs, ça devrait faire ça. Parce qu'on a tué plein de shorters ici. Il y avait plein de stops de short là. Hein. Des liquidations, des stops, etc. Hein. Bon, on continue. Pardon. Hop. Et boum, on va en bas. Aïe, 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 aïe. On ne s'accroche pas à ses pertes. On ne s'accroche pas à ses pertes. Parce que beaucoup de traders, en fait, vont commencer à descendre leur stop. Et jusque-là, ils descendent leur stop. Jusqu'au niveau du break, ici. Aïe, aïe, aïe. Ça n'ira pas plus bas. Je suis dans mon range. Déni total. Je vous le dis parce qu'il y a plein de gens qui descendent leur stop, qui descendent leur stop. L'espoir. Et ils perdent de l'argent vraiment, là. Il y en a qui perdent vraiment de l'argent. Hein. Bon, ici, ça craque. Ok. Ah, donc les shorters qui avaient pris ici, qui se sont fait sortir juste là. Alors peut-être qu'il y en avait d'autres qui avaient des stops beaucoup plus hauts. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Bah déjà, il y en a beaucoup qui sont dans le déni. Donc ici, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui avaient loupé leur short ici, ils re-short ici. Pourquoi? Parce qu'on vient de casser plus bas. Perdu. On refait une structure et on remonte. On vient chercher tous les shorts qu'ils ont shortés ici. On vient les sortir ici et on continue plus bas. On re-range à ce moment-là. Mais qui peut le savoir ça? Mais personne ne peut le savoir. On ne le sait pas ce que le cours va faire. On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se faire prendre son stop? On attend de nouvelles conditions. Je cherche quoi? Un range. Ok. On va chercher un nouveau range. On peut lui dire que ici, par exemple, entre ici et ici, j'ai mon range. Range. À ce moment-là, j'achète. Je vends où? En haut. Je peux vendre par ici. Après, je vends là. Je rachète ici. Ok. Je vends où? Je vends en haut. Ok, je vends là. Je vends là. J'ai pris un trade, 2 trades, 3 trades gagnants. Le 4e, perdu. J'arrête. Je me suis fait prendre mon stop. Donc sur 4 trades, j'ai gagné 1, 2, 3 fois sur 4. Intéressant. Encore faut-il l'avoir chopé. Hein. Et on continue. Donc faut être resté là, je suis en 1 heure, hein, donc il faut rester devant les écrans. Hein. Et on va chercher des postes de liquidité logiques. Mais rien ne t'empêche ici de mettre ton stop là si tu veux prendre un trade. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté là. Hein. Ici, je prends mon break. Donc ça, c'est mon range. 80% du temps en range, 20% en tendance. Je mets mon stop ici, moins 13%. Et après, c'est quoi votre target? 60 000 $, ATH, 50 000, zone de rechargement de vente long terme, zone de rechargement de vente moyen terme totalement logique. C'est vous qui voyez. Et évidemment qu'ils vont venir chercher vos liquidités, c'est normal. Voilà. Vous pouvez parfaitement résister. Hein. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est vendre ici, acheter ici. Vendre ici, acheter ici. Vendre ici, acheter ici.
Sauf quand vous breakez le range par le haut. Parce que vous n'êtes pas un range trader, vous êtes un trader de tendance. Ma tendance est haussière. Confirmée sortie de range par le haut. Qu'est-ce que je fais? J'attends un pullback. Est-ce que vous vous êtes donné le pullback ici? Regardez-moi ça. Est-ce que ici, sur cette cassure d'énorme range, on est venu chercher le pullback? Beaucoup de personnes attendaient là. Beaucoup de personnes attendaient le pullback, notre 3 de pique, sortie de range, pour aller ici, mettre un ordre ici. Et c'est parti. Truc complètement logique. Hop, ma structure en bas, moins 12%. Et après, je vais chercher des targets de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. D'accord? On ne vous a pas donné la possibilité. Personne n'a acheté ici. On continue. Pas de range. On est en tendance. On est en tendance. On est en tendance. C'est quoi les pullbacks qui sont ou les dips? Il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de dip. On ne vient jamais rechercher les lots. C'est quand même incroyable cette histoire. C'est quand même incroyable. Et au moment, fou, entre 40 000 et 67 000 $, vous n'avez quasiment pas eu de dip, quoi. Jamais ces précédents lots n'ont été recherchés. Donc et donc la question, c'est, je la reprends, c'était les robots cherchent en permanence les liquidités et les stops. Alors les robots et les market makers, les robots, oui, en fait, c'est un algorithme qui tourne, mais les market makers et les exchanges, en fait, vont chercher les poches de liquidité par rapport à un maximum d'ordre, et notamment dans le sens contraire de là où les gens vont. Ça veut dire que s'il y a beaucoup d'acheteurs, ça ira plutôt vers le sud, donc vers le bas. S'il y a beaucoup de vendeurs, ça ira plutôt vers le nord, en toute logique. Donc peut-être qu'ici, il y avait beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, donc on est parti liquider les vendeurs. Peut-être qu'encore ici, il y avait beaucoup de vendeurs, donc on n'est pas allé liquider les acheteurs, on est parti liquider les vendeurs. Le problème, c'est qu'on l'a vu en début de vidéo, et notamment sur Binance, qu'il y avait beaucoup plus aujourd'hui de comptes en levier d'achat, donc des longues, que de ventes. C'est quoi le plus logique? Le seul problème dans toute mon explication, et je ne sais pas si j'étais clair, mais j'y reviendrai si je n'ai pas été clair, on ne fait pas exprès d'aller chercher des poches de liquidité, etc. Mais en tout cas, ces poches de liquidité, on les connaît. Moi, j'en vois une grosse poche de liquidité dans mon volume profile, c'est les 50 000 $. Voilà, je vous le dis, là, il y a une super poche de liquidité. Je suis en 1 heure, mais pour moi, le cours doit aller là. Peut-être qu'il ira jamais, tant pis, c'est pas grave. Est-ce que j'achèterai ici? Non. Mais je le vois qu'il va arriver là, il peut même arriver ici. Parce que si les gens sont bullish ici, le truc il ira là. Est-ce qu'on le sait au moment où je vous parle? Non. On le voit en fait au jour le jour. On voit la psychologie, on voit les scalpex, on voit les index, on voit tout ça. On voit les ratios. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même fou à quel point on a accès à l'information. Est-ce qu'il faut s'y fier à 100%? Non. Est-ce qu'il faut se baser sur une dynamique? Oui. Par contre, ce qui est super drôle, c'est qu'à la fois, et pourquoi on est toujours dans le déni, toujours dans la peur, toujours dans le questionnement, et le truc fait toujours la même chose. Ici, on est revenu chercher en fait des précédents lots. Donc il y a peut-être des gens ici qui avaient mis un ordre, vous voyez? Je sais pas moi, un truc. C'est la première fois qu'on voit un dip. Donc bien sûr que les gens... Ça fait depuis les 40 000 balles qu'on n'a pas eu de dip. Vous voyez? Donc j'imagine bien que quand on en a un, les gens ils vont acheter. Et on le voit sur les orders qu'ils achètent les gens. Donc mettez votre truc. Moins 5% en dessous. Ici par exemple. Sur ces précédents lots, votre stop. Ok, je suis prêt à perdre 10% pour un truc de 1 pour 3. Target 80 000 $. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était 80 000 $, ou tous mes indicateurs disent que c'était 80 000 $. En fait, le problème où le cours en fait, vous donne la possibilité de faire ça, vous passez en 4 heures, on en a parlé dans une précédente vidéo, il y a une épaule tête-épaule qui était en train de se former. Incroyable quand même. Figure chartiste bearish, c'était là je crois, épaule, tête, épaule. Un truc comme ça, je sais plus où elle est, ici là, pardon. Épaule, tête, épaule. Bon, est-ce qu'on a clôturé l'épaule tête-épaule? Non. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont anticipé l'épaule tête-épaule et qui ont shorté ce marché. Comme ça. Stop logique au-dessus. Comment fait le marché? Et je finirai là-dessus, comme ça me donne la question. C'est très simple. S'il y a plus eu de personnes qui ont fait ça, le marché ira là-haut. S'il y a plus de personnes qui ont fait ça, le marché ira en bas. Et le problème des bitcoins et des cryptoactifs, c'est qu'en fait, le marché est capable de faire ça et ça. Voilà. Bienvenue sur les marchés. Donc, comment on fait? Une parade, c'est d'aller éventuellement s'imprégner de la stratégie des 4 rois, de ne pas mettre de stop, parce que moi, j'en mets pas. Donc, on ne peut pas me liquider mes stops, moi, j'en mets pas. Voilà. Hermès, il n'a pas de stop à aller se faire chercher ou pas de liquidité à acheter parce qu'il ne prend pas de levier. Les seuls leviers qu'il prend, c'est des leviers de hedge. Et moi, quand je me fais prendre mes... je crois, Enfin non, je ne suis pas une des rares personnes. Il y a beaucoup de personnes qui font comme moi. Mais je fais partie de ceux qui sont très contents quand il y a un ordre de liquidation qui vient se notifier sur mon téléphone. Parce que ça veut dire que le cours explose.
alors je peux me faire avoir comme tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont edgé ici et le cours, effectivement, il va faire ça, il va faire ça. Ça, ce serait catastrophique. Qu'est-ce que j'attends? Je short ici, je short ici, je short ici? Non. J'attends une nouvelle entrée, zone de rechargement logique pour reprendre un edge éventuellement si je vois que la dynamique change de camp. On va me la donner la possibilité. Regardez, on est en train de me la donner la possibilité là. Si je veux re-hedger mon portefeuille, alors moi, mon stop n'a pas été pris, mais techniquement, s'il y en a qui se sont fait avoir dans le hedge, ils attendent tout simplement un nouveau signal pour repartir en bas. Ok? La vidéo est longue, c'est bien de poser des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Aussi sur le Discord, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Prêt à faire des vidéos aussi juste pour vous et aller sur le chat, sur le vocal du Discord avec grand plaisir d'échanger avec vous quand on a le temps entre midi et 2. Et voilà, j'espère que j'ai répondu longuement à cette question. N'hésitez pas à en poser, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et est-ce que les petits porteurs ont de la chance? Et oui, les petits porteurs ont de la chance, ce sera le mot de la fin. Comment les petits porteurs peuvent avoir autant de chance que les gros porteurs, que les gros portefeuilles? C'est très simple, font ce qu'ils font. Si les petits porteurs faisaient ce que les gros porteurs font, à ce moment-là, ils auront autant de chance que les gros porteurs. Tout simplement. Merci à tous, à vous, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Incroyable. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.